Bien, dans le domaine de la santé, nous vivons en ce moment une crise sanitaire qui est à la fois économique, sociétale, politique, qui plus est globale, et on peut s'interroger d'ailleurs sur son caractère imprévisible, mais c'est avant tout l'effondrement de nos certitudes. Comme l'a dit un écrivain, il y a pire que l'imprévu, ce sont les certitudes. Et le domaine de la santé, justement, est particulièrement touché parce qu'il fonctionnait beaucoup sur des certitudes très bien établies, avec assez peu de signes de faiblesse. C'était la partie cachée de l'iceberg. Alors, quelles certitudes? Les certitudes scientifiques de nos experts, les certitudes réglementaires de nos procédures qui sont très longues, très compliquées, très sophistiquées, les certitudes comptables qui ont amené l'industrie pharmaceutique à délocaliser massivement ses achats de matières premières ces dernières années, ses productions, sa distribution, donc à fragmenter sa chaîne industrielle. Et aussi les certitudes générales de l'opinion publique, puisque tout le monde pensait que le risque infectieux, c'était il y a très longtemps ou c'était dans des pays très lointains. Et tout cela dans ce domaine de la santé qui est un domaine très judiciarisé, où le citoyen, peut-être à juste titre, veut tout savoir très vite, exige une efficacité totale sans risque, et donc par voie de conséquence, où le responsable qui doit décider a un peu la main qui tremble parce qu'il a peur d'une culpabilité potentielle. La gestion de cette crise, elle a, à mon avis, été en partie sauvée par les professionnels de la santé qui étaient sur le terrain. Je vais d'abord parler de ceux à qui il faut rendre hommage, c'est-à-dire tous les soignants dans les services notamment de réanimation et d'urgence. Pourquoi? Parce que ce sont des professions qui sont habituées à gérer l'incertitude, mais aussi parce qu'ils étaient devant des questions fondamentales de survie et de vie où il faut décider. Il y a aussi tous les autres professionnels de santé qui se sont appliqués à gérer des circuits de production et de logistique excessivement complexes pour éviter des ruptures de stock qui, pour certains médicaments, auraient pu être dramatiques. Mais si on met à part ces professionnels de la santé, ces professionnels du terrain, on voit bien que la crise a révélé des signes de faiblesse, notamment en termes de réactivité, d'anticipation et d'adaptabilité. Et il va falloir réfléchir au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des administrations et des institutions, à la façon dont cette crise a été gérée, à tous les niveaux, comment les plans de continuité de l'activité, si tant est qu'il y en avait, sont passés d'un stade assez théorique et dogmatique à un stade opérationnel et efficace. Donc je crois que pour les industries du médicament, cette crise a été un vrai révélateur et qu'elle entraîne des défis maintenant à relever. Alors pour les industries de santé, parmi beaucoup de priorités, j'en vois deux qui me paraissent urgentes. La première concerne la chaîne industrielle de production et de distribution. Il y a plus de 20 ans, à peu près 80% des matières premières de médicaments étaient fabriquées en Europe. Maintenant, c'est l'inverse. 80% sont fabriquées et viennent d'Asie. Donc, il va falloir rebâtir une indépendance industrielle, il va falloir réarmer nos industries. Ça va se faire à l'initiative spontanée des firmes ou de toute façon sous injonction des autorités compétentes. Mais c'est une évidence, il faut revoir toutes les filières industrielles, depuis l'achat des matières premières, en passant par toutes les étapes de la production et de la distribution, en envisageant ou bien des transferts intégraux ou bien des alternatives suffisamment flexibles. Ce sont des projets très complexes à mener, nécessairement transversaux, qui vont prendre un temps incompressible, au moins 18 mois à 2 ans, et donc il faut s'y mettre tout de suite, c'est urgent. Mais il est impératif, et surtout pour les médicaments qui sont essentiels en termes de santé publique, de recréer de la flexibilité et tout en maintenant la continuité de la disposition des produits et leur qualité. Je vois un deuxième enjeu important. Les industriels du médicament doivent gérer d'une façon quasiment quotidienne des interfaces, des interactions avec les professionnels de santé et ou avec les patients. C'est par exemple le domaine de la promotion de la visite médicale, de la gestion des essais cliniques. Toutes ces relations physiques en présentiel, elles ont été ou supprimées pendant la crise ou elles ont été très abîmées pendant la crise. Et ça a des conséquences importantes dans le cas des lancements de produits ou pour une bonne gestion des essais cliniques. En parallèle de ça,
les professionnels de santé, je pense notamment aux médecins, se sont mis par nécessité à utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux les outils du web, les outils de la communication par Internet. La télémédecine est devenue une véritable réalité et puis ça marche bien et on gagne du temps. Donc, il va falloir que les industriels du médicament, eux aussi, s'ils ne l'ont pas déjà fait, réfléchissent à de nouveaux outils de communication, à de nouvelles pratiques digitales, car on ne reviendra pas en arrière de cette crise. Donc, cette crise, qui a été un révélateur de nos faiblesses de fonctionnement et de notre réaction aux incertitudes, elle doit maintenant être un catalyseur pour tous les défis à relever. Je crois que pour redémarrer différemment, il va falloir que les industriels se mobilisent et qu'ils aient la capacité très vite à penser et à agir autrement et à obtenir des résultats tangibles. Par exemple, les ruptures de stock des médicaments qui existaient d'ailleurs bien avant la crise du Covid-19, il faut que très vite elles puissent s'arrêter. Parce que c'est ça qui va leur permettre, c'est des résultats probants qui vont leur permettre de gagner la confiance et d'améliorer leur image. Ils n'auront pas de deuxième chance. L'opinion publique a changé. L'opinion publique sait maintenant où sont les faiblesses des systèmes et donc l'opinion publique attend des résultats. Il va falloir être là pour fournir des résultats. Alors, sur la base de tout ce qui a été dit, on voit qu'il va falloir maintenant repenser autrement, entreprendre autrement et rompre avec les habitudes. Donc, pour cela, ça veut dire certains prérequis. Ça veut dire avoir des stratégies qui soient très claires, avec des objectifs et des priorités claires, bien partagées avec l'ensemble de l'entreprise ou de l'institution. Ça veut dire aussi une organisation, une méthodologie de gestion de projet bien établie, compris de tous. Et ça veut dire un management de ces projets qui associe à la fois des expertises excessivement pointues et ciblées, parce qu'il en faudra, et une neutralité par rapport à l'acquis, aux habitudes et aux résistances normales du changement. Et je pense que le management de transition est une réponse à ces prérequis, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une solution qui n'est pas pérenne, c'est une solution pour une question donnée et avec une obligation de résultat. Ensuite, parce que c'est une solution qui permet d'avoir très vite de l'expertise opérationnelle tout de suite et pointue, adaptée à la question concrète. Et enfin, parce que du fait même de ce management de transition qui arrive dans l'entreprise et qui s'installe dans l'entreprise, on a une neutralité qui n'est pas toujours accessible aux collaborateurs qui sont depuis longtemps installés dans les rites de l'entreprise.